invité, merci à vous pour être venu là m'écouter. Je vais vous présenter mon entreprise voilà, je me présente d'abord. Alors, je m'appelle Lieta Santinelli, je viens de Suisse italienne, donc j'habite à Bellinzona. Mon parcours professionnel a commencé en 1997, donc ça fait un bout de temps que je suis dans la profession et ma profession est ergothérapeute. Je suis spécialisée dans la prise en charge d'enfants de 0 à 12 ans. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Je suis formatrice dans différents instituts de formation en Suisse romande et en Italie. J'ai des collaborations internationales et en 2004, j'ai fondé mon entreprise qui s'appelle Centro Ergoterapia Pediatrica CEP de Bellinzona en Suisse italienne. Et depuis 2010, j'enseigne aux enseignants. Donc, je suis sortie partiellement de ma profession. Je reste ergothérapeute, mais j'ai pris un chemin qui s'éloigne un petit peu de l'ergothérapie classique. Donc, je vais vous parler aussi. Et je participe à différents projets de promotion de la santé et des habiletés du bien-être en milieu scolaire. J'ai écrit 2 livres, un sur la dysgraphie et un sur la motricité fine en lien avec la graphomotricité, qui sont mes domaines quelque part d'excellence personnelle. Donc, je suis spécialisée en ça. 2 mots sur ce que c'est l'ergothérapie. Donc, c'est ma profession. C'est une profession sanitaire qui vise le bien-être et la promotion de la santé à travers l'occupation qui regroupe 3 sphères, le soin personnel, la productivité et le temps libre, qui à elles 3 font l'occupation et puis qui sont à la base du bien-être personnel. Donc, l'ergothérapie soutient les personnes dans la réalisation de ce qu'elles souhaitent ou doivent faire, en intervenant sur les habilités de l'individu, qui peut être enfant, adulte, personne âgée, ses occupations, donc toutes les activités qui composent la vie quotidienne, ou son environnement physique ou social. Donc, on peut agir sur ces 3 éléments. Et mon entreprise est située en Suisse italienne, s'occupe que d'enfants, et des enfants avec différents troubles, donc des troubles moteurs, des troubles de l'attention, des troubles du spectre de l'autisme, des dysgraphies et puis des troubles d'apprentissage. Donc, c'est que des enfants qui fréquentent des écoles. Certains sont à l'école spécialisée, comme les autistes, et tous les autres à l'école régulière. Le but, c'est d'influencer leur capacité d'agir. Donc, on va rééduquer les troubles qu'ils ont et puis modifier leur environnement, y compris former les personnes qui s'occupent d'eux. Et tout ça a comme but de leur permettre de faire des choses qu'ils souhaitent ou qu'ils doivent faire et donc d'influencer leur sentiment de compétence et par conséquent leur bien-être et leur qualité de vie. Donc, nous, on vise toujours d'influencer la qualité de vie de ces enfants. Mais mon entreprise, je vais vous parler de ça. Donc, je peux aujourd'hui dire que c'est une histoire de succès, donc j'en suis très fière, vous verrez. On est parti en 2004, j'étais seule et j'avais 2 enfants en thérapie. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est développé petit à petit. Donc, en 2008, on a fait notre premier projet scolaire, ce qui était vraiment innovateur. C'est encore innovateur aujourd'hui de faire des projets scolaires, mais pour des rééducateurs du champ sanitaire, mais ça l'était encore plus en 2008. En 2009, nous avons créé notre logo. Jusqu'alors, c'était un logo de fortune et puis l'entreprise était liée à mon nom personnel. En 2010, nous avons commencé avec les premiers mandats d'enseignement et en 2010, le centre s'était développé. Donc, on avait 3 thérapeutes, une personne en poste administratif et une 50aine d'enfants qui venaient en thérapie. En 2014, nous avons eu un 2e mandat scolaire, cette fois payé. Donc, c'était la première fois que l'école nous payait des privés pour entrer et faire des projets de promotion de la santé en milieu scolaire. Et en 2014, nous avons aussi fondé une société anonyme qui est le CEP, le Centro Ergoterapia Pediatrica CEP. Avant, c'était une société individuelle, donc qui était liée seulement à ma personne. En 2015, on a eu un 3e projet scolaire qui a débouché sur une publication en collaboration avec l'université. Et en 2015 également, nos thérapies étaient 100, donc 100 enfants chaque semaine qui venaient bénéficier d'un service thérapeutique
avec 5 thérapeutes et toujours en poste administratif. Et en 2015, nous avons fait la première enquête qualité sur la qualité de nos thérapies et nos prises en charge thérapeutiques. Et en 2020, nous avons fait un projet très important parce que on a des mandats du canton donc du canton, donc des mandats officiels. Jusqu'alors, c'était des mandats au niveau établissement scolaire, tandis que maintenant, c'est des mandats politiques presque pour créer ce qu'on appelle des classes flexibles, donc pour aménager les environnements scolaires. Et nous avons 150 thérapies, 8 thérapeutes et 2 postes administratifs. Et en 2002, nous sommes à 200 thérapies, 12 thérapeutes et 2 postes administratifs. Je vais porter d'abord l'attention sur un moment crucial qui était 2015, où il y a quelque chose qui s'est passé. Donc en 2015, nous nous sommes rendus compte que quelque chose devait changer dans la façon de conduire le Centro Ergoterapia Pediatrica. Donc, jusque-là, c'était très lié à ma personne. On avait commencé déjà à le rendre collectif, donc à partager un peu tout ce qui était gestion de l'entreprise avec la naissance du logo en 2009. Le logo a commencé par représenter, vous le voyez là en bas de l'écran, il représente un centre de compétences et il représente donc un personnel pluriel qui est formé tout autant que moi, ou presque. En tout cas, c'est toujours moi derrière, mais on fait confiance en venant au CEP depuis 2009 à une série de personnes et pas seulement à moi. Et en 2014, l'entreprise, c'était une entreprise individuelle, est devenue une société anonyme. Donc, ça veut dire que j'ai dû repenser la responsabilité envers mes collaboratrices. Ce n'était plus une responsabilité personnelle, mais c'était quelque chose qui devait s'inscrire un peu dans la durée. Et c'est en 2014 que je suis devenue une actionnaire de ma société, la seule actionnaire de ma société. Et donc, je suis aussi devenue une manager et puis une leader par rapport à mes collaboratrices et donc au personnel humain de mon entreprise. Et en 2015, enfin, c'est là qu'il y a eu quelque chose d'important, c'est le niveau de qualité qui était très élevé. Et c'est une enquête qu'on a fait faire par quelqu'un d'extérieur, donc par l'Université de la Suisse italienne. Et là, nous nous sommes posé les premières questions. Donc, la première question était comment inscrire dans la durée des services de si bonne qualité. On s'est dit, jamais on aura une qualité aussi bonne si on ne fait pas quelque chose de réfléchi pour essayer de garder des bonnes pratiques. On s'est demandé aussi comment éviter que ce Dream Team qui était alors formé par 5 ergothérapeutes s'épuise ou bien qu'il se disperse. Donc, comment garder cette entreprise si compacte. Et puis, nous sommes demandé, par rapport à une éventuelle croissance, comment choisir à intégrer des éventuelles nouvelles collaboratrices pour qu'elles élargissent le Dream Team, mais pour que on ne perde pas l'âme qui composait notre centre de thérapie, et comment stabiliser et consolider l'entreprise. Et donc là, nous avons réfléchi sur notre culture d'entreprise. Et pour ce faire, parce que nous nous sommes rendus compte que c'était une culture d'entreprise forte, mais elle était implicite. Donc, elle était donnée par le fait que nous étions 5 et nous travaillions à 100% les unes à côté des autres, donc côte à côte. Et donc, c'était un grand partage de connaissances, un grand partage de temps, mais qui était lié à nous comme personnes et non pas à l'institution. Donc, il ne pouvait pas être être gardé comme ça dans le temps et dans la durée. Cette cohérence de nos actions était dépendante du bien-être individuel, donc c'était à ce moment-là vraiment un groupe très soudé. Et donc, nous nous sommes dit, si on ne fait pas quelque chose, on risque de le perdre. Il suffit qu'une personne s'en aille ou bien qu'une personne ne soit pas bien dans sa vie privée pour que tout le monde en retentisse. Et donc, ça, c'était mon premier défi. Qu'est-ce que j'ai fait alors? Alors, j'ai rencontré 2 personnalités qui étaient inspirantes. Une, c'était Pauline d'Amboise, que vous connaissez peut-être,
qui m'a illuminée par des précieux conseils de résolution d'éthique de difficultés quotidiennes au sein de l'entreprise. Et la deuxième, vous la connaissez encore mieux parce qu'elle est parmi nous ce soir. Et je la remercie beaucoup. C'est Emmanuel Tognuti qui nous a accompagnés dans le processus de définition de l'entreprise. Donc, il nous a aidés à passer par une culture d'entreprise implicite à une culture d'entreprise explicite et claire à tout le monde, et qui est un pilier qui nous accompagne aujourd'hui. Je parle, si vous avez remarqué, je ne parle pas en mon nom, je parle déjà en nous plutôt qu'en je, parce que pendant tout ce processus, j'ai fait le cheminement avec Paola Stampanoni, qui je pense qui est là ce soir aussi, qui a dirigé avec moi le Dream Team et qui continue de le faire aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une culture d'entreprise qui nous était propre. Donc, notre processus de création voulait dire, on a commencé par insérer le présent dans une trajectoire, c'est un peu ce que j'ai parcouru avec vous ce soir. On a essayé de trouver notre vision et notre mission, la mission de notre entreprise, qu'est-ce qu'on veut être. On a sélectionné des valeurs éthiques qui donnent du sens aux efforts quotidiens. Je peux vous dire que dans le Centro Ergoterapia Pediatrica, on travaille beaucoup, on travaille dur, on fait beaucoup la fête aussi, on mange beaucoup ensemble, vous verrez, on a un sens du partage qui est très fort, mais on travaille dur. Et donc, pour travailler dur, il ne suffit pas d'avoir un bon salaire à la fin du mois, à la fin de l'année, mais il faut que nos valeurs éthiques soient quelque part alignées avec ce qu'on pense dans la vie courante et puis qui nous permettent un peu que nos efforts soient insérés dans des valeurs éthiques. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons trouvé 3 valeurs éthiques qui nous définissaient. Et puis, c'était l'humanité, le partage et l'accueil. On a aussi défini un positionnement sur le marché ce jour-là et puis une stratégie de développement à 5 et 10 ans que nous suivons encore maintenant. Et puis, nous avons adopté un processus de prise de décision en situation de crise, en situation normale et en situation de crise dont je vais vous parler dans un petit moment. Donc, notre vision d'abord. Notre vision est que le Centro Ergoterapia Pediatrica CEP est un centre de thérapie centré sur les enfants et leurs familles, qui utilise des moyens de thérapie à l'avant-garde et qui est ancré dans le territoire du canton Ticino, donc en Suisse italienne, avec des collaborations internationales. 2 choses importantes là-dedans. Nous sommes ancrés dans le territoire, ça veut dire que nous restons petits quelque part, et aussi que nous offrons un produit de haute qualité. Et ce produit de haute qualité, c'est à ce moment-là aussi que nous avons décidé que nous n'allions pas créer 5 centres de thérapie, mais seulement un, et puis seulement un dans lequel tout le monde aimerait venir. Et puis des collaborations internationales. Donc, nous restons petits, mais nous pensons en grand. Nous appliquons des moyens à l'avant-garde et puis nous essayons vraiment d'être innovateurs. Et puis, le CEP ne veut pas être seulement un centre de thérapie, mais aussi un centre de compétences et de formation humaniste et innovateur. Nous croyons dans la prévention et la promotion de la santé et du bien-être par l'occupation. Et donc, vous voyez que c'est là que je vous disais que je suis un peu sortie de ce qui est une ergothérapie classique, qui s'occupe d'enfants en difficulté, pour aller vers quelque chose qui s'applique à la société entière, en fait. Parce que si on améliore la vie d'un enfant et de parents en mettant un banc public, sur ce banc public sera utile aussi à d'autres couches de la population. Et si on enseigne à un enseignant à bien agir avec un enfant, cet enseignant-là, il va pouvoir agir avec d'autres enfants et on va le former pour que toute l'école, par exemple, applique des petits principes d'inclusion scolaire. Et puis, nous avons dégagé une mission, donc permettre aux enfants de se sentir compétents et avoir une qualité de vie satisfaisante, c'est notre mission première, mais aussi permettre aux parents d'aider leurs enfants à développer des compétences qui vont les soutenir pour affronter avec succès les défis de leur futur. Donc, on va penser à plus long terme et un peu plus large. Et puis, on va permettre aux professionnels de développer une vision humaniste à l'intérieur de leur travail par un raisonnement clinique systémique, donc encore plus large.
Je viens un petit moment sur le travail sur les valeurs éthiques parce que c'était un moment très important qui a permis de nous fédérer en tant que petite partie d'une seule entreprise. Donc, nous avons choisi les valeurs en commun. Nous étions 5 plus quelqu'un, 6 plus quelqu'un d'administratif. Donc, qui était aussi là. Donc, la secrétaire a participé activement à ce travail sur les valeurs éthiques. Et donc, on a choisi les valeurs qui nous représentaient en tant que personne et en tant qu'entreprise. Ça, c'était facilité par une connaissance réciproque que je garde encore aujourd'hui. Donc, nous sommes partis en faisant l'énéagramme que vous connaissez peut-être de M. Tognuti. Il va pouvoir vous expliquer tout à l'heure si vous ne le connaissez pas. Qui nous a un peu illustré le fonctionnement de chacun d'entre nous dans les moments où tout allait bien et surtout dans les moments où tout le monde était un peu stressé. Donc, c'est ça que nous avons comme connaissance réciproque. Par exemple, tout le monde dans mon entreprise sait qu'en temps normal, donc en temps quotidien, je soutiens le développement de projets, je soutiens l'humanité de chacune et qu'en temps de sous stress, ben, j'ai l'horrible défaut de contrôler, je deviens très contrôlante. Donc, si je commence à contrôler trop, ben, les gens, ils savent que c'est parce que je suis un peu stressée. Et puis, au lieu de se vexer, ben, ils comprennent que c'est un moment particulier et puis ils vont pouvoir venir m'en parler, par exemple. Et ça, je fais aussi avec elle parce que je le connais très bien. Et puis, c'était important, une fois qu'on avait créé des valeurs éthiques qui nous représentaient, de les décliner en comportement quotidien. Parce que c'est très facile d'adhérer à des valeurs éthiques, mais ce qui est difficile, c'est d'agir selon des valeurs éthiques. Et ce processus de création de valeurs éthiques d'entreprise a eu un effet immédiat sur la résistance au stress des collaboratrices et qui s'est répercuté sur une baisse des absences pour cause de maladie. Donc ça, c'était pas mon but premier quelque part. Comme toutes les personnes qui travaillent dans le social, j'étais animée par des grands sentiments. Mais en fait, c'était un résultat vraiment très agréable sur la gestion de mon entreprise. Donc, ces valeurs éthiques étaient l'humanité, le partage et l'accueil. Je vais vous montrer rapidement ce que ça veut dire décliner ces valeurs en comportement quotidien et je vais le faire avec la valeur partage. Donc, pour chaque valeur, nous avons fait ça. Nous avons créé une charte, donc une phrase qui représentait la valeur. Donc, par exemple, nous avons mis pour partage que pour nous, ergothérapeutes du CHEP, il est important de partager le savoir et les connaissances. Nous considérons les parents comme des experts de leurs enfants et nous mettons à leur disposition notre savoir scientifique et notre expérience afin qu'eux-mêmes ils puissent prendre des décisions qui sont les meilleures pour le futur de leurs enfants. Et nous nous engageons à agir en transparence avec les enfants et leurs familles. Ça, c'était notre charte. Donc, c'était la phrase qui nous représentait, qui représentait cette valeur. Mais après, nous avons dû faire une liste de comportements au quotidien. Donc, par exemple, un exemple, c'est que nous fondons nos communications, nos décisions thérapeutiques sur des faits et non pas sur des jugements, que nous documentons le progrès et nous communiquons avec un langage compréhensible. Donc ça nous, étant dans le milieu médical, je peux vous dire que c'est quelque chose qui est très important en utilisant un langage adapté. Et si on utilise des termes techniques, parce qu'ils sont importants aussi dans notre profession, on va essayer de les expliquer avec un langage compréhensible pour les parents. Et nous définissons les objectifs de thérapie avec les parents, donc d'une manière transparente. Ils sont exprimés en termes SMART afin que tout un chacun puisse vérifier le progrès de l'enfant. Donc, c'était pour chaque valeur, nous avons fait ça. Ça, c'était par exemple par rapport aux parents et aux enfants. Nous avons fait ça aussi, des listes de comportements quotidiens envers les collègues. Parce que c'était tout aussi important pour nous de respecter les valeurs dans le travail de collaboration entre nous. Une autre chose que nous avons fait, c'est un processus de gestion des crises, car les situations de crise chez nous, c'est quelque chose d'un peu dangereux. Donc, premièrement, parce que nous travaillons avec des êtres humains et donc nous devons avoir un équilibre personnel
et considérer l'humanité de l'autre. Et pour considérer l'humanité de l'autre, nous devons avoir un œil sur ce qui est en train de se passer chez nous. Si nous ne sommes pas bien personnellement, nous aurons beaucoup de peine à laisser de la place à la souffrance des autres, par exemple. Et une deuxième raison, c'est que selon la loi sanitaire à laquelle nous sommes soumises, nous n'avons pas le droit de faire de la publicité. Et donc, c'est le bouche à oreille qui est notre principal allié, donc le taux de recommandation. Et donc, si nous vivons une situation de crise, ça risque d'empiéter sur la seule possibilité que nous avons de faire de la publicité, et donc le bouche à oreille. Et les erreurs peuvent avoir des répercussions importantes, donc sur le bouche-oreille par exemple, et donc nous avons instauré quelque chose qui est très important pour gérer les erreurs. Donc nos collaboratrices, elles doivent avoir assez de confiance pour partager les doutes et parler des erreurs qu'elles font au quotidien. Et donc chaque erreur qui est faite par une collaboratrice permet à tout le monde d'apprendre à partir des erreurs personnelles. Donc, rediscuter, ramener en équipe sans personnaliser le problème. Et on va essayer de trouver dans le fonctionnement quelque chose qui aide les personnes à ne pas reproduire cette erreur-là. Donc, les erreurs personnelles, quelque part, elles sont le signe que le système entier peut être amélioré. Et donc, l'erreur, elle devient une occasion pour développer le système entier. Mais pour ça, il faut avoir une grande confiance avec les collaboratrices. Et pour ça, les collaboratrices nouvelles, elles doivent être un petit peu mises en confiance. Et puis, nous avons aussi mis en place un processus de gestion des conflits éthiques. Les conflits éthiques, elles surviennent lorsque nous ne sommes pas totalement en accord avec des décisions de réseau, donc d'autres professionnels ou des enseignants ou bien des parents. Et donc, c'est important que nous mettons sur la table le problème, nous évoquons les émotions que le problème suscite en chacune de nous. Nous considérons les différences entre les points de vue des acteurs qui participent à ce conflit éthique. Parmi les acteurs, il y a aussi l'actionnaire, ce qui était un changement de perspective important pour moi. Et puis, nous analysons les risques et les opportunités que la situation présente, et puis nous planifions une action et nous faisons un feedback sur l'action. Donc ça, c'est un processus de groupe. Ça veut dire que si quelqu'un a un conflit éthique, peut ne pas en parler avec moi, mais en parler avec un groupe de personnes qui est présent ce jour-là, et puis tout le monde sait quel schéma appliquer au soutien de la collègue en difficulté. Nous avons aussi un processus de prise de décision collective. Donc, quand il y a une décision importante, elle est discutée en team pour que après la mise en œuvre soit aussi plus facilitée. Et donc, quand il y a un problème, par exemple, par rapport à quelque chose qui empiète sur notre futur ou un nouveau projet qui s'ouvre ou quelque chose comme ça, donc ça peut aussi être une décision et pas forcément un problème. Je vais informer les collaboratrices, je vais leur demander leur point de vue, on va discuter et je vais mettre en valeur aussi les idées divergentes, donc considérer les personnes qui ne pensent pas comme moi ou comme la majorité des autres personnes. On va essayer d'envisager différentes solutions ensemble. Et puis après, tout le monde est au clair aussi sur le fait que la décision finale, elle va être prise par moi. Donc c'est moi qui prends la décision finale, mais en ayant consulté les personnes avec qui je travaille et puis les personnes qui vont effectuer la mise en œuvre souvent des décisions que nous avons prises ensemble. Et ça permet quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc c'est le concept d'intelligence collective qui est plus que la somme de toutes les intelligences individuelles. Donc, je vous ai parlé un peu de la situation de 2015 et des choses que nous avons mis en place. Et puis, nous sommes aujourd'hui en 2022, et en 2022, nous avons 200 enfants chaque semaine, 12 thérapeutes et 2 postes administratifs. Donc, vous voyez que le nombre de thérapeutes est augmenté beaucoup. Et ce qui fait de notre entreprise une entreprise vraiment en mouvement.
C'est une entreprise de femmes, de jeunes femmes, et donc, là, il y a quelque chose qui s'est mal passé dans mon PowerPoint, tant pis. Donc, c'est une entreprise de femmes, de jeunes femmes, et donc, il y a une armée de bébés qui est arrivée dans notre entreprise. Donc, il y en a 8 qui sont derrière la photo, ils auraient dû être devant. Et puis donc, nous avons 4 autres questions qui sont arrivées dans notre entreprise, qui sont comment gérer la croissance en gardant la qualité, comment éviter que le meilleur talent quitte l'entreprise. Et vous savez que les congés maternité, pour ça, ça peut être vraiment des moments délicats. Comment renforcer le sentiment d'appartenance des nouvelles collaboratrices qui arrivent en ayant déjà des valeurs données et donc qui n'ont pas fait partie du processus. Et donc, ça, c'est le défi de 2022, donc des dernières années. Ah ben voilà, nos 8 bébés. Donc, ils sont là. Donc, c'est toute une armée de bébés, vous pouvez les voir. Et donc, nous avons réfléchi à chacun de ces points. Donc, le premier, c'est éviter que le meilleur talent quitte le CHEP. Ça, c'est Paola Stampanoni, qui est, je vous l'ai montré avant, ma coéquipière pendant toutes ces années. Elle a fait, ça c'est la dernière compétition de course en pente, donc c'était une grosse pente. Elle est arrivée 5e, c'était les mondiaux de course avec un grand déniveau. Et nous pensons que l'emploi, donc l'entreprise doit permettre de garder un équilibre et de faciliter les collaboratrices en ce qui leur fait plaisir. Et donc, par exemple, dans le cas de Paola Stampanoni, c'est de pouvoir avoir du temps pour courir, en plus que du temps pour être mère, et puis en plus que du temps pour manager une équipe. Donc, nous avons mis comme ça accumulé des connaissances qui nous permettent de dire que ce qui est le mieux pour notre entreprise, c'est d'avoir un pourcentage maximum de travail de 80% et pas en 100%, ce qui permet à nos collaboratrices de gérer leur temps de travail en fonction des tâches à accomplir qui sont fluctuantes sur l'année, sans passer au-delà du 100%. Donc, ce 80% peut devenir à 60% pendant les vacances scolaires, vu que nous travaillons avec des enfants. Là, nous aurons moins de travail, donc pendant les 2 mois d'été, et peut devenir en 100%, notamment en novembre et mars, qui sont les mois de plus grande affluence dans notre centre de thérapie. Nous avons des supervisions régulières avec une psychologue pour gérer les situations professionnelles stressantes et donc réduire la charge mentale. Et puis, nous avons la possibilité pour tout le monde de prendre 1 ou 2 semaines de congés non payés ou d'adapter des horaires pour des projets personnels, donc en ce cas pour la course. Parce que nous pensons que les projets personnels, lorsque l'entreprise les accueille, ils peuvent contribuer au bien-être collectif. Nous essayons aussi de garder un bon niveau de challenge, donc de défi. On pense que chacune de nos collaboratrices a des intérêts et des talents à développer en fonction de ses besoins d'innovation. Donc, les livres que nous avons publiés, c'est des travaux d'équipe faits avec des personnes qui avaient très envie de s'engager au-delà du temps de travail. Et nous permettons ça. Si au début, les tâches quotidiennes du travail prennent la totalité de la charge mentale, progressivement, chacune a la possibilité de s'impliquer différemment selon ses besoins de défis quotidiens. Donc, par exemple, de s'impliquer dans des projets qui existent déjà ou bien de développer des nouveaux. Nous encourageons aussi la formation continue, y compris pour le personnel administratif. Et nous demandons aux personnes qui participent à des formations continues de revenir dans l'équipe et raconter ce qu'elles ont appris pour faire en sorte que ça déteint sur les autres au fond. Et même des personnes qui travaillent à bas pourcentage, pour des raisons par exemple de retour de maternité, gardent leur poste à responsabilité. Et puis voilà qu'on arrive au congé maternité. Vous avez vu, il y a 8 bébés dans notre entreprise. Et donc, nous avons développé la conciliabilité entre la vie de famille et la vie au travail pour garder les talents. Nous n'avons que des ergothérapeutes de talent, vous l'aurez compris. Et puis, nous tenons vraiment beaucoup à les garder avec nous.
Donc, ce qu'on fait, c'est que quand quelqu'un va en congé maternité, on engage quelqu'un d'autre qui a autant de talent et puis qui va pouvoir garder son poste au-delà du remplacement maternité. Ce qui permet à la collaboratrice qui va revenir dans l'entreprise de se réinsérer avec des taux d'occupation très bas et en choisissant ses horaires, parce que de toute façon, elle va être remplacée par quelqu'un. Donc, les employés que vous voyez là travaillent maintenant 6 heures par semaine chacune, mais quand elles sont revenues, elles étaient opérationnelles tout de suite. On n'avait rien à leur apprendre et donc elles sont réinsérées sans beaucoup d'efforts dans un team qui a continué de travailler sans elles. Et pendant le congé, les collaboratrices peuvent participer aux moments conviviaux, donc les apéros, et aux réunions à distance, ce qui leur permet de ne pas perdre le contact au niveau humain, mais aussi de garder leurs connaissances à jour. Et lorsqu'on engage de nouvelles collaboratrices, on va essayer de faire en sorte d'engager quelqu'un qui est disposé à travailler en team, à développer des habiletés, à travailler dur, avoir une sensibilité envers le travail avec les enfants et leurs parents, mais aussi un sens de loyauté très forte et une responsabilité collective envers l'entreprise, parce qu'au fond, chacune est la carte de visite de notre centre. Et puis, c'est un choix collectif. Donc, la personne qui va être engagée, elle va me connaître Paola Stampanoni, on va les tester au niveau professionnel, et puis elle va rencontrer l'équipe, passer une journée de stage, et puis c'est à la fin qu'on va choisir notre nouvelle collaboratrice de talent. Et puis, on va faire un temps d'introduction, non seulement sur les procédures et les questions professionnelles, mais aussi sur la philosophie du Centro Ergoterapia Pediatrica et tout ce que je vous ai raconté. Je vous disais qu'il y a beaucoup de moments conviviaux dans notre entreprise. On va essayer d'entretenir le plaisir de travailler ensemble. Donc, on a des rites, des moments conviviaux, on mange beaucoup, on a des célébrations. On va essayer de faire attention au côté humain de tout le monde, y compris dans les moments de stress. On va essayer de simplifier les procédures lorsqu'il y a un problème qui se présente. Et puis, on va essayer de maintenir beaucoup de flexibilité. Donc, j'ai pensé à un moment donné qu'il fallait plus de règles parce que les personnes venaient s'ajouter. Puis en fait, non, on en a beaucoup enlevé pour essayer de garder peu de règles qu'on respecte vraiment bien. Et puis d'autres flous qui permettent le maintien de la flexibilité. Donc, ils permettent l'adaptabilité de l'entreprise aux besoins individuels des collaboratrices. Et puis, on va essayer de valoriser les compétences et l'expérience des anciennes, que vous avez vu beaucoup de fois dans les photos déjà. Donc, tout ça, c'est un style, c'est un Chepaway, c'est notre style à nous. Et il présente pour nous certains avantages. Donc, il y a des indicateurs qui me montrent que nous sommes dans une bonne voie. Nous avons très peu d'absence pour cause de maladie. Nous avons une bonne résistance au stress, nous avons une stabilité du personnel. Nous avons plus de candidates en réponse aux annonces de travail, donc des meilleures candidatures. On a la possibilité de choisir parmi beaucoup de personnes. Nous avons une liste d'attente pour ce qui concerne les enfants et leurs familles. Nous avons un taux de recommandation très élevé parmi les parents et les professionnels qui collaborent entre nous. Et nous avons des bons indicateurs de qualité, donc nous soumettons régulièrement des questionnaires aux parents qui finissent la thérapie. Et puis nous avons un chiffre d'affaires qui augmente et puis qui est un bon indicateur quand même de que tout le monde va bien. Mais ce système de management, je ne sais pas comment l'appeler, cette manière de gérer mon entreprise est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur à moi. Donc, qui m'a permis de devenir une meilleure version de moi-même et surtout de conjuguer mes origines ouvrières, donc les origines ouvrières de ma famille, et dans lesquelles je peux que respecter les collaboratrices de mon entreprise et ma pensée arborescente. Donc, moi, je suis tout le temps en mouvement, j'ai 1000 idées et puis je suis très contente d'avoir beaucoup de collaboratrices. Certaines elles me suivent dans la folie d'idées que j'ai et d'autres assurent vraiment une stabilité de l'entreprise.
Et puis, au départ, j'avais un stress organisationnel très fort. Je percevais vraiment une difficulté chaque fois que quelqu'un partait en congé maternité. Mais maintenant, ben, je sais très bien comment faire. Je sais que la flexibilité est notre point fort. Et ça m'a permis de développer aussi beaucoup plus ma flexibilité de pensée, la fluidité des actions qui nous permet de nous adapter rapidement aux changements et aux exigences du marché. Et ça, c'est vraiment une valeur ajoutée à ce style de management. Et puis au niveau personnel, ben, je suis entourée par des collaboratrices qui sont complémentaires à moi. Donc certaines, elles sont très tranquilles, certaines, elles s'engagent peu dans des nouveautés, mais elles font leur travail avec dédition, avec passion. Et puis tout le monde marche à mon côté, je dois dire. Et nous avons eu vraiment quelque chose qui m'a réjoui, c'est un score, un label de conciliation entre vie professionnelle et familiale. Nous avons eu un score très haut. C'est des entretiens que les chercheurs font avec les collaboratrices. C'est des entretiens anonymes. Et nous avons eu un score très haut de conciliation, donc 81 points sur 100, avec, par rapport à une moyenne nationale suisse de 62 sur 100, qui est le minimum pour obtenir ce label. Et donc, j'étais contente parce que anonymement, tout le monde s'est déclaré, toutes sommes faites, bien contents de comment l'entreprise est gérée. Et donc ça, c'est mes collaboratrices qui étaient aussi fières que moi, finalement, de recevoir ce label. Voilà, j'espère que vous êtes encore là. Je vous remercie pour l'attention. C'était très émouvant pour moi de faire de présenter mon entreprise. Je vais maintenant interrompre la condivision, comme ça je vais vous regarder à nouveau.